Bonjour à toutes, à tous. Bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles si vous êtes sur mon podcast ou sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à vous. En plus, vous avez un avantage, ceux qui sont sur la chaîne, parce que vous voyez que je ne suis pas seule. Oui, il y a les plusieurs parts d'Aurélie aujourd'hui qui sont très joueuses, je peux vous le dire. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelque temps, en vrai de vrai. Je suis allée en tant qu'assistante de Maryse Lehoux pour le stage de la formation professorale Diva Yoga. Je suis chargée de cours dans cette magnifique académie de yoga, université de yoga. Et quand je suis arrivée, les portes étaient fermées. Elles avaient déjà toutes commencé, puis me voilà appuyé sur les boutons, il n'y avait personne. Et je vois quelqu'un au loin qui arrive et je me dis, elle vient au même endroit. C'est sûr, hein, quand il y a quelqu'un qui se balade avec un tapis de yoga, on devine. Et le temps que la porte s'ouvre, je me suis découverte non impatiente, mais très curieuse en fait de la personne que je ressentais à mes côtés pendant 2 jours. J'étais à côté d'elle et là, je la vois encore, elle est juste devant moi et je peux ressentir son énergie. Ça m'a apporté, ça m'apporte beaucoup de paix, comme un ressourcement. Et elle et moi, on vient des côtés opposés de la France. Moi, je venais de Bretagne et tu venais du Jura. Merci à Camille d'être avec moi, avec nous. Ben, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. C'est chouette de se retrouver là aussi. Hmm. Anne-Camille, c'est Anne-Camille Cattenaud. J'ai appris comment prononcer. La Bretonne apprend les noms du Jura, donc merci pour cet enrichissement. Anne-Camille, je l'ai invitée pour qu'elle vienne vous faire vibrer ce qu'elle vibre au quotidien, le yoga, et spécialement le yoga pour enfants. Parce que vous savez que moi, je pratique le yoga avec les adultes, les ados, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui pratiquait et qui enseignait et qui formait pour le yoga pour enfants. Et je trouvais ça comme essentiel que vous ayez accès à cette vibration si particulière. Qu'est-ce qui t'a amené déjà? Est-ce que tu as toujours fait du yoga, Anne-Camille? Non, j'ai commencé le yoga il y a une bonne quinzaine d'années. Ça fait déjà un petit bout de temps. En fait, ce qui m'a mis un petit peu sur le chemin du yoga, c'est que je suis tombée malade. On m'a découvert un diabète de type 1 avec du coup un apport en insuline. Et puis au début, je ne pouvais pas pratiquer d'autres sports. C'était trop compliqué. Du coup, je n'étais toujours pas bien, soit trop basse, soit trop haute. Et j'arrivais pas à me retrouver dans ce que je faisais habituellement. Et puis, j'étais à la fac et puis il y avait tout un tas d'activités possibles. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, ça, peut-être que je vais réussir à bien gérer du coup mon diabète avec ça. En tout cas, que ça ne me posera pas trop de soucis pendant la séance. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Mmh. Voilà. Et puis j'ai vu que, enfin, il y avait le côté physique sur lequel du coup j'arrivais bien à gérer mes glycémies et tout ça, mais il y avait aussi, je ressortais quand même un peu mieux que quand j'étais rentrée. Et voilà. Et donc, petit à petit, bah, j'ai continué. Du coup, je suis restée plusieurs années dans la même université, donc j'ai continué dans les mêmes séances. Et puis après, ça a été un petit peu des années avec, des années sans, un peu toujours avec ce petit truc quand même qui me disait, ah, ça serait quand même bien d'y aller. Et puis voilà. Puis après, là, ça fait ouais, un petit peu moins de 10 ans que je pratique plus intensément, quoi. Mmh. Tu as toujours fait du hatha yoga ou en as fait différents? Non, j'ai fait du vinyasa aussi à un moment donné. Et puis, c'est le hatha yoga qui me convient quand même le mieux, dans le sens où j'aime bien prendre le temps dans les postures, les décortiquer et tout ça. Et voilà, Mmh. plutôt ça qui m'intéressait. Et alors, ce chemin de yoga pour toi, après pour les enfants, c'est quoi Ouais. les petits points qui arrivent C'est quoi jusqu'à vous? l'étape? Eh ben, l'étape, du coup, bah, c'est que je suis tombée enceinte et qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout. Et dans ma région, il n'y avait pas du tout de yoga prénatal, postnatal, tout ça. Donc, j'ai laissé un peu tomber ça de côté, en tout cas pour la pratique physique. Et je faisais quand même pas mal de respiration et tout pendant ma grossesse. Et puis, quand ma première fille est arrivée, donc il y a plus de 9 ans, rapidement, on s'est rendu compte en fait qu'au niveau de ses émotions, c'était quand même compliqué, même toute petite, qu'elle était très sensible aux personnes qu'elle rencontrait, aux lieux dans lesquels on était, et que ça pouvait vite mal tourner pour elle. Elle n'arrivait pas du tout à gérer, puis c'était très compliqué. Et donc, du coup, rapidement, avec mon mari aussi, on a essayé de lui, entre guillemets, enseigner, de lui montrer des petites respirations en se calant sur nos respirations à nous. Voilà, pour vraiment un peu de cohérence cardiaque, si tu veux, mais
vraiment en peau à peau ou avec la main sur le ventre et tout. Et puis petit à petit, au fil du temps où elle grandissait, on s'est rendu compte que ça l'apaisait vraiment quand il y avait besoin. Et puis, dès toute petite, après, moi, j'ai cherché des petits tutos pour faire du yoga avec les bébés, de les masser, mais tu vois, lever les jambes, les bras, tout ça pour ressentir le corps, la découverte vraiment du corps et du souffle et de la respiration. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé petit à petit, que ça a cheminé. Puis après, j'ai acheté un bouquin, puis 2, puis 3. Et puis après, voilà, on s'est fait notre petite bibliothèque de yoga. Et puis, c'est elle qui allait choisir aussi les petits livres qu'elle souhaitait pour refaire des postures ou pour faire des respirations quand elle en avait besoin. Donc ça a été la première étape. Et ensuite, la deuxième, c'est que j'étais enceinte à nouveau. Et puis, ça a été un grand moment de renouvellement et de questionnement par rapport à mon emploi, où je ne me retrouvais pas du tout dans ce que je faisais. Et puis, pendant un petit épisode après de léger burn-out qui a duré quand même quelques mois, je cherchais quoi faire de ma vie. Clairement, je n'arrivais pas à trouver ce qui me faisait vibrer au niveau du travail et tout. Et puis, du coup, je regardais les vidéos sur les formations disponibles sur Pôle emploi. Et là, je suis tombée sur un truc de yoga, mais yoga pour enfants. Et là, je me suis dit, ah, mais ça, c'est magique. Si ça existe, s'il y a une formation en fait qui existe pour ça, je me suis dit, voilà. Et j'ai regardé où elle était située. Elle était à moins d'1 heure de chez moi. Voilà. Et puis après, tout s'est enchaîné super vite. J'ai contacté la formatrice. La formation commençait 1 mois après. Voilà. Ces fameux points-là qui sont installés le long de la vie. Ouais, c'est ça, c'est les carrefours, quoi, où tu te dis, voilà, si tu prends ce chemin-là, il peut se passer ça. Puis si tu ne le prends pas, tu vas vers un autre. Mais en tout cas, c'est cette voie-là qui s'est tracée, dessinée. Et puis, c'est celle-ci que j'ai attrapée aussi. C'est magnifique. C'est intéressant, ces carrefours aussi aux naissances. Comme si l'être qui naît à travers nous permet de découvrir une autre facette de nous-mêmes. Et petit aparté qui n'en est pas, mais quelle est la posture préférée de ta fille? Elle aime beaucoup la posture de l'enfant. Une posture, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais c'est une posture très enveloppante. On vient se mettre sur nos jambes et sur nos cuisses. Voilà, puis c'est sa posture de relaxation, en fait, clairement. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'être comme ça. Et mon fils, du coup, maintenant, qui est arrivé, lui, c'est la posture de l'arbre. Ça, c'est sa posture fictif. Il l'a fait tout le temps, n'importe où on peut être, sur un rocher, sur une balançoire, sur... Tu vois un arbre. Voilà. Et je pense que c'est un peu le jeu de l'équilibre aussi, mais c'est une posture qui l'aide à grandir aussi, je crois. Waouh. Ouais. Et toi, ta posture préférée? Est-ce que j'en ai qu'une? Ça, c'est dur. Attends, moi aussi, je réfléchis. Ça, c'est dur. Moi, j'aime bien le guerrier 1, par exemple. Ouais. Et toi, vas-y, excuse-moi. En ce moment, j'aime beaucoup la posture du chameau. Voilà, avec cette grande ouverture du cœur, de la poitrine, de la gorge et tout ça. C'est une posture que je mets aussi souvent dans mes cours pour mes élèves. Ils en ont peut-être marre, mais moi, je l'aime bien. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, donc, tu as des cours pour adultes et pour enfants? Oui. Donc, au début, j'ai commencé donc avec les enfants. Et puis, en fait, après, les mamans ou les papas qui amenaient les petits me disaient, mais pour nous, tu n'aurais rien. Voilà. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Diva Yoga. Donc, je me suis inscrite donc à la formation Diva Yoga pour devenir professeure. Et puis, à la suite de ça, voilà, ça s'est mis en place tranquillement pour les grands et pour les petits. Donc, tu fais des cours séparés et mélangés ou Oui, je fais les 3 choses. Je fais des cours uniquement pour les petits avec des tranches d'âge, en séparant les tranches d'âge, pour les adultes. Et puis, je fais aussi des ateliers parents-enfants. Voilà, pour qu'ils puissent partager vraiment un moment ensemble à travers le yoga. Pour que, à la fois, si c'est des enfants que j'ai déjà en séance, du coup, ça leur permet de faire partager aux parents et puis d'être un peu l'enseignant de leurs parents, donc ça leur va bien, de leur montrer un peu ce qu'on fait pendant les séances. Et puis parfois, c'est simplement de la découverte. C'est parfois le parent qui emmène l'enfant parce qu'il aimerait bien qu'il fasse du yoga. Et puis parfois, c'est juste une découverte pour tout le monde. Et c'est vraiment un temps d'échange qui est super sympa avec plein de postures à 2,
du contact, des massages, un petit peu d'acro-yoga aussi pour rigoler. Voilà. Ouais. Et j'aime beaucoup. Et c'est quoi tes tranches d'âge? Parce qu'on me demande parfois. Et c'est comment tu répartis tes cours? Ouais, alors pour les ateliers parents-enfants, je prends des petits à partir de 18 mois Ah, avec les parents. ouais. Je fais 18 mois, 4 ans à peu près. Et puis après, au-delà, il n'y a pas trop de limites. Après, ça dépend des enfants, comment ils se sentent aussi avec les plus petits. Ou, enfin, voilà. Et puis quand les enfants sont tout seuls, à partir de 4 ans, je fais des groupes de 4 ans, 8 ans et 8 ans, 12 ans à peu près. D'accord. Très bien. Voilà. Ouais, je vois bien. Et est-ce que quand on inscrit son enfant à un cours avec toi, on a une idée, puis finalement on en découvre d'autres? Oui. Au début, la plupart des parents, sauf ceux qui sont déjà initiés au yoga, ils emmènent leurs enfants pour qu'ils viennent se calmer et se détendre. Ils n'imaginent pas en fait toute la diversité du yoga. Donc moi, je fais travailler les enfants de façon très ludique. Enfin, travailler, c'est pas un joli mot pour ça, mais je fais évoluer les enfants à travers le yoga, voilà, de façon très ludique, donc avec des histoires, avec des supports, avec des trucs à toucher, à sentir. On va venir travailler sur les 5 sens. Voilà, pour que au niveau de leur imaginaire et puis de leur façon de se rappeler la séance, ils aient vraiment un truc sur lequel se raccrocher. Voilà. Donc, on va venir faire des postures de yoga, des respirations. Et puis aussi, moi, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est de voir un petit peu avec eux toute la philosophie du yoga. Alors, je leur dis pas tel quel, mais du coup, comment on est en harmonie dans un groupe, comment on fait quand on arrive dans un nouveau groupe, qu'on ne connaît pas les gens, comment on fait pour que chacun ait son temps, son espace, pour pouvoir parler, dire ce qu'il a envie quand il a envie. Et puis aussi qu'il respecte son corps, parce que je pense que c'est dès tout petit qu'on apprend ça, de savoir si on a faim, si on a faim, on mange, si on n'a pas faim, on ne mange pas, si on a chaud, si on a froid, et puis aussi si on a mal quelque part. Si on a mal quelque part, qu'est-ce qu'on fait du coup avec ça? Voilà. Et puis, donc voilà, les parents, en fait, ils ne s'attendent pas du tout à ça, parce qu'ils pensent surtout qu'il y a des postures, et puis que les enfants vont rester quand même pas mal assis. En vrai, non, ils ne restent pas longtemps assis. Voilà. Donc, j'ai parfois des parents qui sont surpris dans le sens où quand ils sortent de la séance, en fait, les petits sont pleins d'énergie et courent partout. Et cette année encore, j'ai un papa qui vient me voir, il me dit: je suis désolée, mais je pense que c'est bien ce qu'il fait avec vous, mais quand il ressort, par contre, il a trop d'énergie. Il court partout et tout ça. Là, je lui dis: oui, mais c'est normal, parce qu'en fait, ils sont tellement concentrés pendant la séance. Et puis, ils ont un temps de repos à la fin, ils ont un temps de relaxation qui les régénère vraiment. Et après, après ils sont partis. Voilà. Et ils voient des bienfaits, donc cette énergie régénérée, comme si on avait nettoyé tout l'être. La concentration aussi, je pense que c'est Oui. intéressant. Ouais, la concentration, ils se rendent compte aussi qu'à la maison, dans certains moments, parce que moi, mon idée, c'est que les enfants, ils pratiquent sur le tapis, comme les adultes, mais qu'ils s'en servent aussi dans la vie. Donc, j'essaye toujours de leur dire, ça, vous pouvez refaire à la maison. Si vous êtes énervé, cette posture-là, elle peut vous aider. Si au contraire, vous êtes très fatigué, vous allez plutôt respirer avec cette narine-là ou l'autre. Enfin, voilà, du coup, les parents, ils sont assez surpris aussi de ça, que les enfants, ils arrivent après à la maison, ou qu'ils leur disent à eux: là, si tu es comme ci ou comme ça, fais ça. Voilà. Et au niveau de la concentration, oui, au niveau, par exemple, pour faire les devoirs ou les trucs comme ça, je leur donne des petites astuces entre la période entre l'école, le goûter, la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, du coup, se mettre après, par exemple, pour faire ses devoirs de façon un peu tranquille, quoi. Ouais, c'est super, parce qu'on voit qu'il y a quand même, je trouve que c'est ce que tu dis, quand l'enfant, à l'âge que tu les as, prend conscience de son corps, de son souffle, de cette philosophie intérieure, eh bien, après, ça reste en fait. C'est comme des graines. Moi qui ai eu toujours des adolescents, eh bien, j'ai vu comme un changement. Et quand je suis arrivée en Bretagne, donc il y a 5 ans, donc, j'ai continué mes ateliers du yoga, de la méditation, du souffle en classe. Mais en fait, il y a eu une classe très rapidement. Je savais qu'il savait. Je savais comment
il savait ce que c'était la méditation. Déjà, il ne pensait pas que j'étais en lévitation perpétuelle et que je mangeais que de la salade. Mais il y a eu tout cet effet avec toute la grenouille, tous les livres en lien avec la grenouille. Et on faisait de la méditation, beaucoup de relaxation et de concentration. Et en fait, ça a été moi au début, on faisait à chaque cours premier trimestre, mais déjà à la fin du premier trimestre, ce sont les élèves qui ont mis en place. Et alors être guidé par des ados, des méditations, moi je dis il n'y a que ça de vrai. Et de se dire, c'est ça où je me suis dit, c'est vraiment le monde est vraiment s'ouvre à d'autres choses sans que ce soit dogmatique, mais que ce soit vraiment vécu. Et moi quand je vois les jeunes qui sont là-dedans ou dans leur talent en pleine conscience, je me dis, waouh, je suis très heureuse, moi, de pouvoir voir cela et de pouvoir parler ouvertement de leurs émotions. Et pouvoir, en groupe, on a parlé très profondément de certaines choses et qui n'attendent pas de moi une réponse. Et ça fait du bien parce que dans la posture d'autorité, souvent, au début, ils pensaient que j'avais la bonne réponse et que c'était comme ça que ça devait être fait. Et que j'ai bien repéré que ça y est, ils se sont détachés de ce regard sur l'autorité. Je ne détiens pas la vérité, mais eux sont là à la découvrir, et moi aussi d'ailleurs. Donc, je remercie tous ces gens qui accompagnent les parents, les enfants, les éducateurs dès le début, comme cela, parce qu'en fait, c'est comme si, quand on est vraiment dans un potentiel illimité, puis au fur et à mesure, ça se cache, ça se love, on parlait de l'enfant intérieur, je pense qu'on peut en parler maintenant, et je trouve que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, vous y allez. Je trouve que parfois, c'est toujours très compliqué. L'enfant intérieur, il faudrait le guérir. Il y a toujours des traumas. Je ne remets pas en question qu'il y ait des difficultés, des traumas et des guérisons à avoir, mais ça devient presque dramatique. Alors que pour moi, il y a beaucoup de joie dans l'enfant. Quand moi, par exemple, j'accueille là Aurélie enfant, qui n'est pas il y a 25 ans, si peu, mais elle est toujours là. Là, par exemple, je suis dans la joie et c'est simple, c'est facile, c'est fluide. C'est parce que je lui fais de l'espace et je ne suis pas en train de lui dire Aurélie, tu es sur un podcast, il y a une chaîne YouTube, tu parles de yoga pour enfants, il faudrait quand même que tu parles de certaines choses. En fait, je me lâche la grappe. Qu'est-ce que tu en penses de ça, en fait? Mais je rebondis un peu sur le fait de la simplicité que tu as évoqué. En fait, c'est assez facile d'être heureux et puis de laisser les enfants grandir justement dans cet état-là de joie aussi. Et c'est ce que je te disais avant, les cours pour enfants, c'est aussi très joyeux. Moi, j'ai envie qu'ils s'éclatent en fait. Et que même si la posture n'est pas parfaite, franchement, je m'en fiche royalement. Voilà, l'idée, c'est qu'ils arrivent vraiment à découvrir leur truc. Tu parlais des émotions aussi, c'est quelque chose que je pratique à chaque séance aussi. On évoque les émotions, j'ai différentes petites roues et puis il y a des séances vraiment où on va venir évoquer que ça, en faisant des mimes, en racontant des situations et tout ça pour qu'ils se rendent compte que oui, on a le droit d'avoir toutes ces émotions-là et que c'est pas pour autant que notre enfant intérieur, justement, il va être tout triste ou tout rabougri et puis qu'il n'a pas le droit d'exister, quoi. Oui. Et que toutes les émotions, elles sont OK. Et que les adultes aussi. Et quand on parlait des ateliers parents-enfants, je procède de la même façon, c'est-à-dire qu'au début, on prend un petit temps de centration, on se touche le ventre ou celui de notre enfant pour la respiration, et après on évoque les émotions. Donc d'abord dans sa tête, puis après on les partage. Et donc je donne des roues à tout le monde, que tout le monde regarde un petit peu, et puis les parents, presque systématiquement, ils demandent à leur enfant comment ils se sentent. Donc les petits, ils disent, moi je ressemble à tel bonhomme ou tel petit personnage selon les roues que je leur donne. Puis après, je dis aux parents, puis maintenant, vous allez partager vous aussi comment vous vous sentez. Ah bon? Ça sert à quoi pour nous? Bon. Si ça sert à votre enfant, c'est que ça vous sert aussi à vous. Et je leur explique justement là que il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise, qu'en tant qu'adulte aussi, on a le droit de dire des fois, non, je suis fatiguée, je ne suis pas bien, je suis triste, je suis en colère pour telle et telle raison. Mais c'est OK, après, la joie, elle revient, quoi. Oui. Et les enfants, du coup, ils arrivent comme ça à se dire, là, j'ai le droit aussi de ressentir ça. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère et que c'est normal, quoi. Oui, parce qu'on n'en fait pas tout un plat. Oui, c'est ça, on autorise, quoi.
On autorise. Et à partir de là, du coup, déjà, quand en tant qu'adulte et en tant que parent, on exprime à son enfant comment on se sent, du coup, l'enfant, il n'est pas plus bête qu'un autre, hein. Si on n'est pas bien, il va peut-être nous laisser tranquille ou au contraire venir un peu vers nous pour nous consoler. Si on lui dit rien, il va venir nous titiller jusqu'au bout. Et puis là, on va éclater. Donc voilà, si dès cet âge-là, on leur explique ça, ce petit enfant intérieur, justement, il est toujours là et puis il est bien, quoi. Oui, il a son propre espace. C'est ça. Ouais. Il brille comme à son juste besoin. Oui, c'est ça. Dans mon cheminement, il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que j'avais presque peur d'être noyée par une émotion et je la refoulais. Donc, je la remettais à l'intérieur, contrôle, reste là. Et c'était tout particulièrement le cas quand j'étais en relation, quand je suis avec quelqu'un qui, on sait bien, il y a les gens, ils nous regardent et ils savent très bien ce qui se passe. Comme les enfants, quand ils nous regardent, il n'y a pas besoin de long discours, ils savent très bien comment on est. Et donc, voilà, j'étais en relation avec quelqu'un, je voyais bien que ses yeux voyaient derrière le refoulement. Et je lui ai dit, je ne m'autorise pas à vivre l'émotion parce que j'ai peur aussi de t'envahir. Elle dit, mais quand par exemple ta fille vient avec sa tristesse, tu l'accueilles, t'es pas en train d'essayer de la sauver, tu es là, tu prends conscience, tu lui dis oui, tu es triste, elle vit son émotion et puis après, elle repart. Ah ouais, c'est vrai. Et donc d'avoir vécu cette émotion en relation, parce que je suis en sécurité avec cette personne, comme un parent symbolique par exemple, eh bien, il y a comme de la légèreté, parce qu'il y a eu de l'espace pour cette émotion. Et je n'ai pas été noyée, j'ai été nourrie en fait de cette émotion. Ouais. Oui, puis parfois simplement de l'exprimer, déjà, ça nous fait du bien, quoi. Et chez les enfants aussi, de leur offrir. Enfin, moi, je tiens vraiment à ce qu'ils aient cet espace-là en séance pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Bon, des fois, je suis un peu obligée de canaliser, mais malgré tout, ils ont le droit de dire leurs émotions parce qu'il leur est arrivé ci ou ça. Voilà. Et puis après, on essaye aussi de recentrer sur le moment présent. Pas de se dire, je suis triste parce que la copine, elle m'a piqué mon goûter il y a 3 récréations. Mais là, tout de suite, comment est-ce que je me sens? Et ça les aide aussi beaucoup, du coup, à évacuer, puis à plus penser à des trucs du passé qui sont, du coup, passés. Ouais. Pas de ressasser sans cesse, quoi. Mais ouais, mais quelle puissance comme enseignement de cet instant présent, avec un exemple concret. Et c'est tellement juste, et j'imagine très bien l'enfant qui arrive à table le soir et dit « Ah non, mais ça, c'était passé. Mais là, je me sens bien. » Moi, je m'imagine très bien autour de la table comme mère. « Ah ouais, c'est pas idiot. » C'est des maîtres, hein. Ce sont des maîtres, les enfants. J'aime beaucoup. Et dans le phénomène du groupe, qu'est-ce que tu découvres pendant une séance de yoga, quand les enfants s'installent en yoga en eux, comment ils s'installent en groupe après? Je trouve que, alors pas tout de suite forcément selon les groupes dès la première séance, mais il y a quand même c'est pas de la magie, mais un esprit vraiment déjà je les mets tous en cercle parce que moi c'est la façon dont j'aime enseigner, être en cercle et chacun est sur le même niveau aussi, et moi y compris. Donc ça, c'est important pour moi. Et je trouve qu'il y a une espèce, pas une symbiose, mais il y a quelque chose qui se crée quand même, un petit espace hors du temps. Et en général, il y a beaucoup d'entraide qui se met en place dans le groupe. Et beaucoup d'échanges et beaucoup d'harmonie aussi. Et tu vois, je vois les enfants que je suis sur toute l'année, sur les cours qui reviennent tout le temps. Il y a vraiment là, à la fin de l'année, quand j'ai terminé en juin, là, ils étaient tous hyper tristes de se séparer. Et moi aussi, du coup. Mais il y a vraiment un truc d'attachement et puis de respect, quoi. De respect les uns avec les autres. J'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas de compétition. On s'en fiche si l'autre il est plus souple, s'il arrive à faire le pont grand écart, ou voilà, si nous on n'y arrive pas, c'est OK, quoi. Il n'y a pas de compète à avoir. Et je constate que du coup, voilà, avec certains enfants qui peuvent avoir des difficultés, parce que j'accueille tout le monde en groupe, donc des enfants qui peuvent parfois avoir des petits handicaps ou des 10, quels qu'ils soient, ou, voilà, je mets tout le monde sur le même niveau et je n'essaye pas de faire des classes qu'avec des enfants avec des difficultés particulières, mais plutôt d'être ensemble. Et il y a un respect aussi qui se crée. Enfin,
Tu vois, j'ai un petit exemple. Là, j'ai une petite fille qui vient, elle a un problème de croissance et du coup, elle a de l'énurésie en journée. Et voilà, donc j'étais au courant, ça fait plusieurs années que je la suis. Et puis là, ça fait plusieurs années que j'ai des petits qui sont dans le même groupe. Et presque vers la fin de l'année, un jour, ben, elle n'a pas contrôlé. Puis, à force de beaucoup, beaucoup rire, du coup, elle a fait pipi sur son tapis. Et puis, elle m'a regardée tout de suite et j'ai compris, voilà, elle avait les larmes qui étaient là. Et là, sans rien que je dise, les autres petites filles sont allées autour d'elle et lui ont mis la main sur l'épaule ou dans le dos, puis elles lui ont dit, allez, ça va aller, t'inquiète pas, c'est pas grave, nous, on s'en fiche. Ah bah là, j'étais sciée, j'ai dit, bon, bah, j'ai réussi, voilà, quelque chose de super fort. Et du coup, la petite, ben, hop, elle avait plus de larmes. Elle a juste dit, oh, ça m'embête quand même. J'ai dit, ben, c'est pas grave, va te changer, on a toujours ce qu'il faut. Voilà. Ouais, puis j'ai mouillé le tapis, on s'en fout, on va changer de tapis, puis c'est très bien, quoi. Elle allait se changer, elle est revenue, la séance a repris, mais comme si presque il n'y avait rien eu, quoi. Et à la fin de la séance, c'est voilà, le papa qui vient la chercher, on en discute. Et il me dit, ah, puis ça va avec les autres et tout. Je lui dis, ben, je lui dis, tu lui demanderas. Génial. Franchement, génial. Ouais. Ouais, et puis ouais, il y a eu plusieurs moments comme ça, mais là, c'était un des derniers. Puis j'ai même rien eu besoin de dire, quoi. Pas de dire, ben, vous moquez pas, ou je sais pas, ou. Enfin, rien, quoi. Ouais. C'est vraiment vécu de l'intérieur, tu vois, cet Ouais. amour de soi et de l'autre. Ouais. Et ils en ont pas parlé après, parce qu'on a fait un petit truc à la fin de l'année avec les parents et les enfants. Certes, cette petite fille, elle a reparlé de ce moment-là, et les autres parents n'étaient pas au courant. Donc les petits, ils n'ont même pas dit à l'extérieur, ah ben, elle a fait pipi, oulala, ils n'ont rien dit. C'est Ouais, passé comme une lettre à la poste. ouais, enfin voilà, c'est des petites choses, mais qui font beaucoup, quoi, finalement. T'imagines à l'échelle Ou humaine? en groupe où, enfin voilà, où ça peut être difficile pour les enfants, on le sait, hein, dans les écoles, ils ne sont pas toujours tendres. Non. Tout plus ils sont petits, je crois, et voilà, plus il y a des phrases un peu assassines. Ouais. Et là, du coup, enfin, voilà, c'est vraiment des chouettes moments, hein, des chouettes moments à vivre, quoi. Ouais. Et c'est là où c'est vraiment un enseignement profond. C'est pas juste faire des pratiques, Oui. avoir le grand écart ou pas. C'est vraiment ça qui sonne juste. Mm. Ouais. Oui, c'est vrai que dans d'autres milieux, la comparaison, le jugement, la compétition, non saine, parce qu'il peut y avoir des compétitions saines, mais ce n'est pas toujours le cas. Non. Je trouve ça, et parfois même en famille, de comparer l'un avec l'autre, euh, c'est les portes s'ouvrent. Parce que Ouais. ces jeunes filles, ces petites filles qui sont venues voir leurs copines, c'est des jeunes filles et des futures femmes. Et il y aura de moins en moins de compétition entre femmes et de moins en moins de comparaison. Et l'accueil du corps de soi et de l'autre, vraiment, c'est magnifique. Ouais. Ouais, 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 c'est des bons moments et quand j'ai des petits moments comme ça, je sais aussi pourquoi je suis là, quoi. Vraiment, voilà, ça m'a refait ma journée, mon année. Je me suis dit, bon, bah, ok, je rempile, on recommence. Oui, là, il n'y a pas de burn-out, là. Non, 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 d'accord. Tu vas pas chercher une autre. non, 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 là, je sais que, voilà, je sais que je suis au bon endroit quand il se passe des choses comme ça. Après, même dans des moments où c'est plus difficile, mais voilà, je sais que voilà, tout ça, c'est important. Et par rapport à la compétition, j'interviens, tu vois, beaucoup dans le milieu scolaire. Et au début, c'est souvent difficile pour les enfants parce qu'ils me demandent s'ils vont avoir une note. Et je leur dis, bah non. Et puis tu vas dire ce qu'on fait à notre maîtresse? Bah non. Ce qu'on dit là dans la séance, ben, ça reste là dans la séance. Je dis, sauf s'il y a un problème particulier, j'en parlerai peut-être à quelqu'un, mais autrement, tout reste ici. Tu Ça te rends compte. libère. Et ça libère. C'est impressionnant, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il y a des choses à déconstruire et ça commence bien la déconstruction, c'est pas mal là. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc tu interviens dans les écoles maternelles et primaires? Oui. Alors, surtout des écoles. Ah non, maternelles aussi. Non, des fois, c'est les groupes sont mélangés. Oui, ouais, les Euh, groupes scolaires. oui, oui, c'est ça. Mais oui, oui, dans les écoles publiques, les écoles privées, les médiathèques aussi de temps en temps, parce que j'aime beaucoup travailler avec les livres. Donc, du coup, je construis mes séances souvent avec un support de livre ou une histoire en kamishibai, c'est les grands formats.
Voilà, pour que ça leur fasse un support de séance, en fait. Voilà. Ah, génial. Donc, voilà. Puis après, les centres aérés et puis tous les endroits où on veut de moi, je vais. Attention, attention. Demande et tu recevras. Alors, ce qui est intéressant avec Anne-Camille, c'est qu'elle transmet son savoir. Anne-Camille, elle a monté une super formation de yoga pour enfants à travers Diva Yoga, qui est maintenant le portail Phoenix, l'association donc, de Diva Yoga et de Yogami. Et tu as déjà fait une première cohorte, non? Oui. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a la prochaine qui arrive bientôt. C'est une formation qui est accessible à qui et pourquoi? Pourquoi? Ouais. Elle est accessible à toutes les personnes qui ont envie de partager le yoga avec les enfants, que ce soit leurs propres enfants. Donc, si les personnes sont mamans, elles peuvent s'inscrire pour faire du yoga à la maison. Si c'est déjà des enseignantes de yoga et qui veulent proposer des cours pour les enfants, voilà. Et c'est aussi pour les personnes qui ne sont pas profs de yoga, mais qui souhaitent vraiment se spécialiser là-dedans. Aussi, dans la première cohorte là, qu'on a eue, il y avait pas mal d'enseignantes aussi qui souhaitaient se servir de ces outils-là dans leur classe. Voilà, pour avoir un petit peu de matière, du coup, et savoir un petit peu comment entreprendre ça en classe. Voilà. Oui, parce que ce qui est intéressant dans cette formation, c'est donc déjà, vous n'êtes pas obligé d'être professeur de yoga. Vous voyez, on peut être professeur de yoga pour enfants. Et aussi, il y a de la qualité, la sécurité et la bienveillance et la philosophie. Il y a, tout ça, c'est pas juste on apprend une posture et puis c'est pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est moi ce que j'aime beaucoup. Parce que le yoga peut être pris pour d'une certaine manière, comme si c'était des postures pour calmer, alors que c'est pour faire évoluer et dévoiler. Donc, je trouve ça très intéressant que des enseignantes ou des enseignants, des papas, des mamans, des grands-parents viennent là-dessus et de trouver son enfant à soi. Et alors, il y a quoi là-dedans, dans cette formation? C'est quoi l'alchimie? Il y a quoi dans cette formation? Eh ben, en fait, on vient détailler tout ce qui peut constituer une séance de yoga. Ouais. Avec la centration de départ, les petits rituels, ce que j'appelle les petits rituels d'ouverture, ce dont on a un petit peu parlé, avec notamment les émotions, les échauffements, toutes les postures. On balaye quand même une grande partie des familles de postures, avec à chaque fois les possibilités selon l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même posture à 2 ans qu'à 10 ans, par exemple. Et puis qu'il n'y ait pas d'attente particulière non plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne cherche pas la posture parfaite. On cherche, comme pour les adultes, que les enfants ne se blessent pas. Donc, on pose un cadre sécuritaire. Mais après, entre tout ça, on arrive quand même on laisse la liberté à l'enfant quand même de jongler dans la posture. On voit également les respirations, différentes techniques de respiration, parce que même s'ils sont petits, ils comprennent assez vite si on leur explique comment fonctionne leur corps et comment s'en servir. Parce que la respiration, c'est notre meilleur ami. Voilà. On voit aussi comment construire sa séance, comme ce que je disais tout à l'heure, avec un livre, par exemple, ou un support quelconque. Si on utilise des outils, quels sont les outils qu'on peut utiliser? Les relaxations également, relaxation, méditation. Il y a toute une partie sur la philosophie du yoga, avec les 7 premiers piliers de Patanjali. Alors là, il n'y a pas besoin non plus d'être un yogi des textes pour suivre cette formation-là. C'est vraiment accessible à tous, c'est assez simple, c'est les grands principes du yoga qui sont là vraiment appliqués aux enfants. Je réfléchis en même temps. Il y a une partie sur les neurosciences aussi, sur comment se fait le développement de l'enfant par rapport aux émotions. Et puis, il y a toute une partie aussi sur les types de yoga pour enfants de façon un peu spécifique, c'est-à-dire comment, justement, si on veut faire ça dans sa salle de classe, comment est-ce que ça peut se mettre en place. Si on a des enfants atypiques particuliers, qu'est-ce qu'on peut aussi leur proposer et comment, surtout s'ils sont, comme je disais tout à l'heure, dans une autre classe avec en inclusion, du coup, comment est-ce qu'on peut essayer de jongler avec ça? Comment est-ce qu'on fait pour faire un atelier parent-enfant? Parce qu'on ne va pas faire exactement de la même manière. Et puis aussi, il y a tout un petit
un petit chapitre sur le fait de comment on fait pour gérer son énergie quand on est enseignante de yoga pour enfants. Voilà. Parce qu'on a parlé jusqu'à présent, voilà, tous les trucs qui pouvaient être super bien. Et puis, il y a aussi le fait que des fois, on arrive dans des établissements scolaires, surtout, où on avait demandé 10 enfants, puis on en a 25, où ils ne sont pas prêts à venir au yoga parce qu'ils viennent de goûter, parce qu'ils ont été stressés toute la journée, puis que là, on va leur dire gentiment dans la cour, allez au yoga, ça va vous calmer. Donc, ils arrivent dans une posture déjà bien compliquée. Donc voilà, comment faire aussi face à aux petites difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est enseignant, enseignant avec un grand E, quoi, de façon globale, quoi. Ouais, c'est voilà. Ouais, c'est intéressant dans cette formation, c'est que vous êtes accompagné pédagogiquement aussi. Et le pédagogue doit prendre soin de soi. Être enseignant, c'est incarner aussi ce qui est là et ne rien attendre de l'élève et juste proposer un cadre pour que ça puisse s'exprimer. Et je comprends tout à fait de passer de 10 à 25, très particulier. Mais je n'avais pas prévu ça. Alors que nous, avec les adultes, donc s'il vous plaît, n'ayez pas mangé avant 2 heures. Et là, ils se sont tapés le goûter et 3 tours de cours. Donc, c'est particulier. Ouais. Et je dirais, donc moi, j'ai donné aussi des cours de yoga en élèves en inclusion, des classes Ulysse chez les adolescents. Et ça va à une vitesse assez impressionnante parce qu'il n'y a pas de filtre. Et j'ai trouvé ça tellement enrichissant pour moi d'un point de vue de l'enseignante, d'un point de vue de l'humaine que je suis. J'ai tellement aimé. Je venais en fait quand j'ouvrais la porte, donc déjà, oui, c'est la l'anglais, ça. Mais il y a de la curiosité. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre encore? Ils vont m'amener où? Parce que en fait, j'avais vu à peu près avec l'enseignante, tiens, j'ai vu telle problématique, tout ça. Et puis, notre but, c'était de travailler beaucoup sur le souffle cette année. Et en fait, ce qu'on a fait principalement, c'est que de la philo. Et au tout début, alors elle dit, oh bah non, la philo, je dis, bah, je sais pas, le premier cours, elle me dit, bah dis donc, ils parlent, ils ont... Je dis, oui, il y a comme si des trucs qui se débloquent. Et j'étais tellement nourrie, et je trouve que de se placer comme ça, comme enseignante de yoga, n'importe, comme pédagogue, quand moi, j'ose m'installer dans ma vulnérabilité, dans mon expertise aussi, et dans l'écoute, le cours passe à une vitesse folle, et c'est jamais celui que j'avais prévu. Non. C'est vrai. C'est vrai, et dans la formation, du coup, il y a 2 évaluations. Il y a une première évaluation où les élèves, elles vont inventer une histoire à mettre en yoga, soit une histoire connue qu'elles adaptent façon yoga, ou soit un truc qu'elles inventent vraiment. Et puis la deuxième évaluation, c'est une vidéo, et je leur demande également le plan écrit. Parce qu'en fait, parce que presque jamais tu suis vraiment tout ce que tu avais prévu, ça rejoint vraiment ce que tu viens de dire, quoi. Mais c'est OK aussi. Enfin, voilà, c'est comment est-ce qu'on s'adapte. Et du coup, comment est-ce qu'on fait si au début de séance, tous les enfants ils te disent qu'ils sont hyper fatigués, qu'ils n'ont rien envie de faire, juste de faire des postures allongées, par exemple, ça arrive. Hein. Et puis que toi, tu avais prévu une séance hyper dynamique et tu te dis, Léa, qu'est-ce que je vais faire là? Et ben, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour réussir à s'adapter, ou à l'inverse, si on avait une séance toute douce et puis qu'ils sont tous très, 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 très énervés. Voilà. Et séance-là où c'est pas de l'improvisation, c'est toute cette formation, ces enseignements qu'on apprend, qu'on intègre, avec par exemple toi, Anne-Camille, qui va évaluer, raffiner. C'est ce qui fait que quand on se retrouve dans un moment qui n'était pas écrit, que la séance peut se passer aussi de manière sécuritaire, parce qu'on sait le début, le milieu, la fin. On sait où les amener et comment les amener, mais avec eux. Et je trouve ça très important, ça ne s'improvise pas. On ne fait pas les choses, comme je dis souvent avec les élèves, à la one again. Il y a toujours une intention derrière, il y a toujours l'accueil et l'écoute. Et c'est comme, je ne sais pas si tu écoutes du jazz, mais en jazz, ils passent des heures et des heures à travailler leur gamme. Mais à un moment donné, pour faire le solo, ils improvisent, mais alors il y a tout dans les doigts, quoi. Il y a tout dans les doigts. Et j'ai toujours l'impression, moi je suis pas joueuse de jazz, mais plutôt danseuse, et c'est parce que j'ai passé des années, depuis l'âge de 5 ans, à pratiquer la danse, qu'à un moment donné, je peux, parce que mon corps sait les gammes. Je connais, voilà. Et quand tu me dis que ta fille,
elle aime la posture de l'enfant, que ton fils aime la posture de l'âme, bah, tu vois, moi, ce que ça me dit, c'est que je vais aller le revoir avec l'âme de l'enfant. Ouais. Moi, je les connais, mais il y a quelque chose encore Ouais. à voir. Ouais, c'est juste. Vas-y. C'est un peu comme, en fait, l'idée c'est de cette formation-là et puis d'autres formations de yoga aussi, c'est d'avoir une trousse à outils, en fait. Moi, c'est comme ça que je le conçois et que je le visualise. C'est-à-dire qu'on remplit notre trousse à outils de plein de trucs. Et puis que le moment venu, ben, selon la fuite, la panne ou le truc à réparer, ben, on sort vraiment ce dont on a besoin là maintenant. Ouais. Et effectivement, ça ne s'improvise pas. Et tu ne peux pas. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne s'improvise pas. Justement, si on veut garder ce cadre sécuritaire et puis que ça leur apporte aussi quelque chose, qu'on n'est pas juste là pour faire notre séance à tout prix et puis s'en tenir à notre petite fiche. Et enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que moi, que je Oui. le conçois, quoi. Mais c'est la différence du court terme ou du long terme. Ouais, aussi. Tu vois, parce que toi, tu les as en plus sur un an, sur plusieurs années. Ouais. Et c'est quelle chance de les voir cette fin d'année, tellement heureux d'être ensemble en cercle, et toi aussi, finalement, qui puisse être nourri. J'avais une idée, je voulais te poser une question, elle est partie. Je suis partie là dans ce que tu me dis. Oh. Ah oui, ça y est, je l'ai. Anne-Camille, c'est quoi, toi, ta magie? C'est quoi ton talent? Ce que tu sais faire sur le bout des doigts? Ce que je sais faire sur le bout des doigts, et ben, c'est de faire des séances de yoga pour enfants. Ouais, et comme ça, là. Toi, tu sais, par exemple, quand tu vois un groupe, tu vis, tu Ouais. te connectes. Ouais. Bah, tu vois, j'ai l'exemple d'hier. Là, j'interviens dans un centre aéré où je devais avoir 10 enfants. Finalement, j'en ai eu 26, 27. Je ne les comptais plus à force. Et en plus, c'est la canicule. Donc, ils étaient à l'intérieur. Ils n'avaient pas vu le soleil de la journée, ni d'extérieur. Et là, elle me dit, on est désolé, mais on est vraiment coincés et tout. OK. Donc, j'avais prévu une séance avec un joli petit livre, tout ça, comme il devait être que 10, à ce qu'on se mette en cercle et tout. Et là, en fait, ils sont tous en randonnion, comme ça. Et la fille, elle me dit, ça va aller. Je les regarde un coup, je dis, ouais, OK, c'est bon. Et tac, j'avais ce qu'il fallait. Et elle me dit, ah, par contre, ils sont un peu énervés et tout. Je dis, ouais, OK, pas de souci. Et donc, j'ai mené ces 26 enfants. Et à la fin, mon bonus de la fin, c'est que pour la relaxation, il n'y a personne qui se relevait derrière. Et voilà. Et c'était quoi ta thématique? Et ben, c'était sur un voyage. Je me suis dit, ben voilà, comme là, on ne peut pas partir, et ben, on va partir en voyage. Ouais. Ah, j'adore. Voilà, donc là, c'est pareil, tu vois, j'ai une espèce de trame qui arrive dans ma tête, et puis après, au fil de l'eau, puis de ce que les enfants me disent aussi. Par exemple, il y en a un qui dit, ah, ben moi, quand je pars en vacances, j'aime bien faire de l'avion, partir en avion, par exemple. Et ben, allons-y. C'est parti. Donc, j'essaye au maximum. Des fois, j'ai des demandes un peu difficiles à exécuter, donc j'essaye de trouver un truc. Mais voilà, je ne sais pas si c'est de la magie, mais en tout cas, voilà, c'est... Oui, ton talent, tu vois, et c'est tous, je trouve que les enseignants, les accompagnants, tous les êtres vivants, on a des talents. Et quand on ose le dire, se dire, hey, moi, ça, je sais faire. Parfois, on m'avait posé la question, c'est pour ça que je te la pose, parce que au début, je n'osais pas. Et puis se dire, mais maintenant que je le sais, je me rends compte que, ah, bah, toi, tu sais pas faire ça. Ah, bah, attends, je vais t'aider. J'ai des pistes, je sais faire, vas-y. Et ah, bah, toi, tu sais faire ça, tu pourrais pas me dire. Et c'est cet échange de talents qui fait que ça va vite et ça va simple. Puis qu'on grandit tous les uns avec les autres aussi, quoi. Ouais. Hey. Je voulais savoir, j'étais curieuse, toi, je t'avais pas posé la question quand on était à Paris. Est-ce que tu mets de la musique? Oui. Mm. Alors, pas toujours, mais je mets souvent des mantras, des petits mantras qu'on chante, du coup, ensemble. Ou quand je propose des mandalas en fin de séance, je mets des musiques voilà, d'origine indienne un petit peu pour leur faire découvrir aussi d'autres choses. Ou parfois, on part dans des trucs très classiques qu'ils connaissent, musique de l'été, des trucs comme ça pour les échauffements. Mais j'aime bien les mantras à chanter en groupe aussi. Enfin, voilà, si tu as déjà fait, tu vois bien l'idée qu'il peut y en avoir. Et on essaye de faire des mantras dansés, enfin, avec tu vois, des Oui. mouvements, tout ça, ou des petites choses avec les doigts. Et ça, les enfants, en général, ça, ils ramènent bien à la maison. Ça, j'ai des retours des parents directs qui me disent, elle est bien ta chanson, mais là, on en a un peu assez.
Merci Ganesh, mais bon. C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, ouais, ça m'arrive aussi des fois, selon les groupes que j'ai, où j'avais prévu un mantra, par exemple, puis là encore, je me rends bien compte que dans le mantra, ça ne va pas le faire. Donc, je mets un truc un peu plus moderne pour voilà, qu'ils arrivent à rentrer plus facilement dedans, quoi. Très bien. Ouais. Donc, je ne suis pas toute seule. Moi aussi, je mets ça en classe. Ouais. Mais en tout cas, au tout début, je le faisais pour moi. Il y a quelque chose, la musique, moi, ça permet de mettre une atmosphère dans ma salle de classe. Et ça m'installe, moi, dans mon centre. Puis les élèves entrent et il y a déjà la musique. Et ils se sentent accueillis. Et c'est ça que je voulais te demander. Ah, super. Merci beaucoup. Si je m'en sers aussi, ça me fait penser, tu vois, par exemple, sur certaines respirations. Par exemple, les premières fois où j'introduis Kapalabhati, donc tu vois, les expirations par le nez, eh ben, je mets une musique rythmée. Et puis, du coup, on marche et en même temps, on fait Kapalabhati en marchant sur la musique. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Kapalabhati, c'est le nettoyage du crâne. Je pense que les enfants en nettoyage du crâne, ça doit être trop, trop bien. Ouais. Ouais, ça leur donne beaucoup d'énergie, hein, mais ça les libère aussi vachement. Et de le faire en rythme, en fait, du coup, ils ne pensent plus à ce qu'ils doivent faire vraiment. C'est tellement naturel. Ouais, ils se promènent dans la salle, voilà, je les laisse déambuler comme ils souhaitent, et puis on est tous comme ça. Vous êtes chouchou. Le chemin à l'école. Ça. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose, je trouve, de très vivant et naturel, simple. Marcher en respirant comme ça, bah, tu peux le faire partout. Tu n'es pas obligé d'être dans une séance de yoga avec Anne-Camille. Tu vas à la plage, tu vas là, tu vas au marché, tu vas faire les courses. Carrément, ouais. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, quand je fais les courses, ce n'est pas mes moments préférés. Mais je respire, je marche en rythme. Pendant l'attente à la caisse, j'arrive, je suis trop bien. Bonjour madame. Et ouais, il y a quelque chose de... C'est ce fameux yoga qui est hors tapis. C'est Ouais. pour le sens de la vie, quoi. Ah, eh ben, si vous n'avez pas envie de faire de yoga avec Anne-Camille, je ne sais pas ce qu'il vous faut, les gars. D'ailleurs, Anne-Camille, si j'ai envie de travailler avec toi, de lire ce que tu fais, je te trouve où? Et ben principalement dans le Jura, tu me trouves. Oui. Et sinon j'ai une page Facebook qui est Happy Panda Yoga, le petit panda joyeux qui fait du yoga. Voilà. Et puis, où je publie quand même des contenus de temps en temps. Et puis, sur la formation, avec la formation Diva Yoga, le portail Phoenix. Et le hasard du calendrier fait que la nouvelle cohorte là, va démarrer début août. Et donc, les inscriptions là, sont ouvertes depuis hier jusqu'au 27. Voilà, donc ça, toutes les infos, elles sont sur ma page et puis sur la page de Diva Yoga et du portail Phoenix. Voilà. Ah, génial. Et, et donc, si vous êtes dans le Jura, allez-y direct. Ouais. Ne vous prenez pas la tête, allez-y direct. Parce que ce que je vous disais au tout début de ce podcast, c'est que c'est ce que j'avais ressenti. C'est au-delà des mots avec Anne-Camille, avec quelque chose vraiment dans l'énergie, dans la présence. Alors, si c'est pas vous, c'est vos enfants ou qu'importe, mais je pense qu'il y a un début, il y a un avant et un après. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup Anne-Camille C'est à toi. d'être venue papoter avec moi ou jaser comme disent les Canadiens. Oui. Je te souhaite une magnifique vie pleine de lumière et puis moi de te rencontrer encore en vrai de vrai. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot pour juste que ce soit toi qui aies le dernier mot de ce podcast? Je dirais que le dernier mot, c'est la joie. Voilà. C'est ça qui fait quand même l'essence de notre vie et qu'elle est toujours là, même dans les moments où c'est pas toujours évident de la trouver, elle est toujours quand même quelque part. Ouais. Et dans les commentaires, vous trouvez les liens avec la joie. Vous allez voir, c'est saupoudré de joie. Et partagez ce podcast, partagez cette vidéo à n'importe qui, parce qu'on en a tous besoin de la joie. Merci beaucoup. Merci.